Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous voici dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Les thèmes qui nous intéressent ici sont la science et la nature. Science vient de scientia en latin, qui veut dire savoir ou ensemble de savoir. Nature, c'est la physis en grec, ce qui a donné le terme physique, qui est l'étude de toutes les lois et de tous les phénomènes que nous pouvons constater. Nous voyons souvent la science comme quelque chose d'absolu et d'objectif. La science semble même être contre-intuitive, c'est-à-dire presque contre nature. Elle irait contre nos évidences, et elle irait contre la nature de l'homme qui serait soumis à ses passions, à ses vécus et à ses opinions. En effet, l'homme est partagé entre ses expériences et son intellect, c'est-à-dire ses capacités de réflexion, ce que l'on appelle le discursif. Alors que dans la nature, il y a quelque chose d'indicible, une limite de la science, puisque l'indicible, c'est quelque chose que l'on ne peut pas exprimer, que l'on ne peut pas expliquer. Il y a donc un vide de la science. Et c'est là qu'il y a la possibilité de la croyance de compléter ce que la science ne sait pas. Et cela nous montre aussi une certaine marge de progression possible de la science. Il n'y a donc rien qui soit évident ou immédiat dans la science, contrairement à la nature. Il semblerait qu'il y ait une grande différence entre la science et la nature. Et généralement, lorsqu'il y a de grandes différences, nous avons tendance à vouloir hiérarchiser les éléments. Mais est-il possible d'établir une hiérarchie entre la science et la nature? C'est ce que nous allons voir dans cette divagation. Et nous allons commencer avec notre première grande partie, la science, construction du monde humain avec la nature. Et je vais commencer par le contraire de ce que je viens de dire, puisque en effet, il y a de grandes différences entre la science et la nature, mais nous pouvons aussi établir une complémentarité entre la nature et la science. En effet, nous avons conscience qu'il y a une logique qui fait un système dans la nature. On voit qu'il n'y a pas de hasard. Il y a des principes naturels qui sont liés aux vivants et aux objets du monde. Et nous avons tendance à concilier ce que nous savons de la nature et la science. Tous les deux sont donc des objets de savoir qui ont des méthodes et des modes de connaissance que nous allons voir. Et il est utile ici de penser philosophiquement la science et la nature et leurs liens, puisque en effet la philosophie est considérée dans l'éducation comme une discipline reine. C'est la discipline qui va ressaisir et lier entre elles toutes les connaissances. Et c'est la raison pour laquelle elle est enseignée en terminale. Et avant ça, en France, la philosophie n'était enseignée que dans les filières scientifiques. Et encore avant ça, si on remonte jusqu'à l'Antiquité, pour Platon, il fallait même être géomètre avant de pouvoir faire de la philosophie. Première sous-partie, qu'est-ce qu'une connaissance? Pour connaître les choses, nous utilisons deux éléments. La sensation et la réflexion. La sensation, c'est le domaine du corporel. C'est ce qui est lié au matériel, à l'évidence. La réflexion, c'est lié à la psyché en grec, c'est-à-dire à l'âme. Nous pouvons nous référer à un texte d'Aristote dans les petits traités d'histoire naturelle, au livre 1, chapitre 1. 436a, 436b. Il revient aux naturalistes d'examiner les premiers principes de la santé et de la maladie. En effet, il ne peut y avoir ni santé ni maladie chez les êtres privés de la vie. C'est pourquoi l'on peut dire de la plupart de ceux qui étudient la nature, ainsi que des médecins qui s'adonnent à leur art avec le plus de philosophie, que les premiers parachèvent leurs recherches avec la médecine et que les autres commencent la médecine par la physique. Que par ailleurs toutes les propriétés qui viennent d'être mentionnées soient communes à l'âme et au corps, cela n'est pas douteux. Toutes, en effet, surviennent pour les unes avec la sensation, pour les autres
par la sensation. Certains sont précisément des affections de la sensation, d'autres des dispositions de la sensation. D'autres encore assurent sa protection et sa sauvegarde. D'autres enfin provoquent sa destruction et sa privation. Que, d'autre part, la sensation se produise dans l'âme, par l'intermédiaire du corps, c'est manifeste aussi bien par argumentation que sans argumentation. Le naturaliste, c'est celui qui étudie la nature, c'est le physicien, et c'est celui qui va étudier les premiers principes de la santé et de la maladie. C'est ce qui permet la vie, et la vie définit en partie la nature. Il y a des principes logiques qui régissent notre rapport à la vie. Si nous ne sommes pas en vie, nous ne pouvons pas être malades. Et ces principes permettent la réflexion, c'est-à-dire une certaine recherche de la connaissance. C'est une démarche philosophique. Il y a donc avec la démarche naturaliste une complémentarité avec les sciences. Le médecin s'occupe de la santé, donc doit connaître les principes de la nature. Le naturaliste pense les principes de la nature, donc il peut compléter ses connaissances avec les méthodes de soins. C'est le lien entre la théorie et la pratique. La réflexion est permise par les affections du corps. C'est le sens des propriétés de la maladie et de la santé qui viennent par la sensation. Les propriétés, ce sont les accidents. Ce sont des caractères. Ils peuvent être là ou pas être là. Par exemple, l'une des propriétés de la maladie, cela va être de provoquer des infections et de la fièvre. La sensation, c'est ce qui va donner de la matière à la réflexion. On va observer les liens entre ce qui est ressenti et les principes. Et c'est ce qui va nous permettre de les connaître. Quand on observe de la fièvre chez quelqu'un, on va voir ce qui change dans son corps et on va identifier l'origine de l'affection. Mais ici, on a l'idée que la science a encore une position absolue, comme s'il s'agissait d'un ensemble de principes qui étaient toujours là et qui sont immuables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une cause, elle produira les mêmes effets. Ce qui semble hors d'une loi ne semble pas être un savoir. La loi est nécessaire. Si elle n'est pas là, le système ne fonctionne pas. Si la loi de la gravité n'était pas trouvée, on ne pourrait pas comprendre pourquoi un objet, lorsqu'il est lâché, tombe au sol. On doit pouvoir démontrer nos savoirs et la loi que nous semblons identifier. La démonstration, c'est une mise en avant. Aristote, dans les Seconds Analytiques, nous dit que le savoir peut prendre une forme de syllogisme. Alors le syllogisme est une construction logique qui va permettre de fonder des connaissances. Un syllogisme a 3 propositions que l'on appelle des prémices. Il y a la majeure, la mineure et la conclusion. Par exemple, dans la majeure, cela va être A et B. Dans la mineure, C et A. La conclusion, C et B. Il donne comme exemple « L'homme est mortel ». Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Les prémices sont ce qu'il y a de plus immédiat. C'est ce qui tombe sous le sens, ce que l'on constate et reconnaît. Mais par contre, il faut faire attention aux amalgames et aux généralisations. Une proposition peut être logiquement juste, mais avoir un contenu complètement faux. Par exemple, je peux dire « Le bleu est la couleur des schtroumpfs. Ma chaise est bleue, donc ma chaise est un schtroumpf. » Il ne peut y avoir de science que du général. Une deuxième sous-partie, le fonctionnement de la science. La science va rechercher des lois, les lois de notre mode d'existence. C'est une démarche métaphysique ou ontologique. C'est la recherche de ce qui fonde l'être ou la nature des choses. Lorsque l'on parle de cette manière, on pourrait penser que la science est une abstraction. Cela veut dire que l'on note de l'expérience pour faire une connaissance, une pensée, un modèle, c'est-à-dire un idéal de ce que l'on doit connaître ou de ce qui est à savoir. Cet idéal va se confronter aux démonstrations. Il s'agit d'une vérification pratique de ce que l'on avance. La démonstration, c'est la démarche, comme on l'a vu, qui sert à travailler les hypothèses. On déplie et on analyse pour chercher des certitudes. C'est une démarche qui ne s'arrête pas, qui est continue, perpétuelle. On pourrait même dire que c'est la base de la zététique. Cela sert à comprendre notre monde. En effet, la science, c'est la connaissance des lois de l'univers. C'est savoir ce que nous pouvons faire ou non. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans la nature? Qu'est-ce qu'il nous est impossible de faire? Qu'est-ce qui est improbable? Donc ce qui est improbable pourrait être possible. C'est juste qu'il y a très peu de chances que cela arrive. Il y a tout un ensemble de lois qui forment un système. Système vient du grec soustema, qui veut dire tenir ensemble par des liens nécessaires. C'est-à-dire qu'un système ne fonctionne que si tous les éléments sont là. Il ne peut pas en être autrement. S'il y a un élément qui change dans le système entier peut changer. C'est pour cela que l'on va formuler des hypothèses et que l'on va les vérifier. L'hypothèse est une idée que l'on formule pour expliquer quelque chose
qui va attendre sa validation. Et on valide les choses par l'expérience. Troisième sous-partie, qu'est-ce que l'expérience ? Là, nous pouvons nous appuyer sur un extrait de la critique de la raison pure de Kant, dans l'introduction. Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. En effet, par quoi notre pouvoir de connaître pourrait-il être éveillé et mis en action si ce n'est pas des objets qui frappent nos sens et qui, d'une part, produisent par eux-mêmes des représentations et d'autre part, mettent en mouvement notre faculté intellectuelle, afin qu'elle compare, lie ou sépare ces représentations, et travaille ainsi la matière brute des impressions sensibles pour en tirer une connaissance des objets, celle qu'on nomme expérience. Ainsi, chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience, et c'est avec elle que tout commence. Mais si toute notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive de l'expérience. Car il se pourrait bien que même notre connaissance, par expérience, fût un composé de ce que nous recevons des impressions sensibles et de ce que notre propre pouvoir de connaître, simplement excité par des impressions sensibles, produit de lui-même. Addition que nous ne distinguons pas de la matière première jusqu'à ce que notre attention y ait été portée par un long exercice qui nous ait appris à l'en séparer. Donc, l'expérience est l'une des conditions de nos connaissances. Expérience vient de experientia, qui veut dire éprouver, subir. C'est un aspect pratique qui va s'opposer à la théorie, qui est un idéal ou une représentation. Il s'agit de prendre en compte nos vécus, nos sensations qui ensuite vont produire des représentations et des réflexions avec tous les processus que nous connaissons. L'expérience est un début chronologique. Il y a un rapport de nos connaissances au temps. Attention, commencer avec l'expérience ne veut pas dire que la connaissance dérive de l'expérience. Les connaissances ne sont pas toutes issues de l'expérience. On peut connaître des choses abstraites, par exemple la géométrie. Et il faut faire attention également, parce que l'expérience, ce n'est ni l'expérimentation, ni l'observation. L'expérimentation, c'est la modification des conditions de manifestation d'un phénomène. En effet, quand on expérimente, on va expérimenter en laboratoire, avec un milieu que le scientifique va maîtriser. L'expérimentation, c'est une théorie qui va imposer des choses au réel. L'observation, c'est notre regard sur les faits. C'est ce qui va participer à la formulation des hypothèses et des raisonnements. Il y a deux principaux types de raisonnements qui sont formulés sur l'observation. Il y a l'induction et la déduction, c'est-à-dire l'inférence qui va du singulier au général et la déduction qui va du général au singulier. Par exemple, je mange un tacos. Je trouve que ce tacos n'est pas bon. Et je vais inférer que tous les tacos ne sont pas bons. La déduction, c'est quand il y a un fait général dont on va se servir pour définir le particulier. Par exemple, dans mon expérience, quand je me balade dans la nature, je vois des signes blancs. Et comme tous les signes que j'ai vus étaient blancs, je vais en déduire que tous les signes sont blancs, alors qu'il se peut que quelque part dans le monde il y ait un signe noir. Mais est-ce que l'expérience, l'expérimentation ou l'observation sont suffisants pour établir des règles, c'est-à-dire pour penser le fonctionnement du système de la nature? C'est ce que nous allons voir dans notre deuxième grande partie, le facteur humain, influence et modification. Les démonstrations et les expériences ne suffisent pas à établir des règles. La règle, c'est justement ce qui va donner une régularité dans le réel. Mais ce n'est pas une preuve, comme la déduction. Nous pourrions penser que la théorie est supérieure à ce que nous dit la nature. Mais qu'en est-il vraiment? Première sous-partie, le scientifique comme interrogateur de la nature. Je vais vous lire un extrait de l'introduction à la médecine expérimentale par Claude Bernard. Donc Claude Bernard était un médecin et physiologiste français, né en 1813 et mort en 1878. Or, dès le moment où le résultat de l'expérience se manifeste, l'expérimentateur se trouve en face d'une véritable observation qu'il a provoquée, et qu'il faut constater, comme toute observation, sans aucune idée préconçue. L'expérimentateur doit alors disparaître, ou plutôt se transformer instantanément en observateur, et ce n'est qu'après qu'il aura constaté les résultats de l'expérience, absolument comme ceux d'une observation ordinaire, que son esprit reviendra pour raisonner, comparer et juger si l'hypothèse expérimentale est vérifiée ou infirmée par ces mêmes résultats. Pour continuer la comparaison énoncée plus haut, je dirais que l'expérimentateur pose des questions à la nature, mais que, dès qu'elle parle, il doit se taire. Il doit constater ce qu'elle répond, l'écouter jusqu'au bout, et, dans tous les cas, se soumettre à ses décisions. L'expérimentateur doit forcer la nature à se dévoiler,
en l'attaquant et en lui posant des questions dans tous les sens. Mais il ne doit jamais répondre pour elle, ni écouter incomplètement ses réponses, en ne prenant dans l'expérience que la partie des résultats qui favorise ou confirme l'hypothèse. Nous verrons ultérieurement que c'est là un des plus grands écueils de la méthode expérimentale. L'expérimentateur qui continue à garder son idée préconçue et qui ne constate les résultats de l'expérience qu'à ce point de vue tombe nécessairement dans l'erreur, parce qu'il néglige de constater ce qu'il n'avait pas prévu et fait alors une observation incomplète. L'expérimentateur ne doit pas tenir à son idée autrement que comme un moyen de solliciter une réponse de la nature. Mais il doit soumettre son idée à la nature et être prêt à l'abandonner, à la modifier ou à la changer, suivant ce que l'observation des phénomènes qu'il a provoqués lui enseignera. Ainsi, l'homme provoque ce qu'il constate en science. Normalement, il devrait être sans idée préconçue. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. C'est une citation de Claude Bernard, située un peu plus en amont du texte que je viens de lire. Le scientifique devrait ne pas impliquer ses pensées. L'esprit intervient après l'expérience, après avoir récolté les données, qui vérifient ou invalident les résultats. Les résultats, c'est ce qui est obtenu en conformité ou non aux hypothèses. Le scientifique n'est là que pour poser des questions à la nature. Et l'objectif du scientifique, c'est un peu comme ce que disait Descartes dans le discours de la méthode. La science peut rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Être maître et possesseur de la nature, cela veut dire connaître les règles de la nature et penser nos actions, ce que nous pouvons faire ou non, en tant qu'homme et en tant que scientifique. Nous devons, en tant qu'homme, attendre les réponses de la nature à nos démarches et à nos questions, même si l'homme va être là pour forcer la nature à lui répondre. C'est en cela que la science est aussi une démarche contre-intuitive, comme nous l'avons déjà dit. Et il faut faire attention aux points de vue ou aux préjugés qui vont influencer nos lectures. Et c'est dans ces lectures qu'il y a un risque d'erreur. L'erreur, c'est quand cela ne va pas correspondre à la loi de la nature. Ainsi, lorsque l'homme a une idée, il s'agit en réalité d'une hypothèse pour demander à la nature s'il a raison ou s'il a tort. Et il peut apprendre les choses comme cela. Il faut être prêt à changer sa manière de penser. Les expériences et nos capacités réflexives sont liées à un état général de nos connaissances et de la science. Qu'est-ce que l'expérience et la science changent pour l'individu ? Et l'homme lui-même a-t-il une nature et peut-il la changer ? Deuxième sous-moment, la nature perfectible de l'homme. Lorsque nous parlons d'expérience, nous parlons aussi d'une accumulation de vécu et d'une accumulation de nos compétences. Cela ouvre donc des perspectives d'amélioration pour les individus. Aristote évoquera ce point dans Éthique à Nicomaque. Ce n'est ni par nature ni contrairement à la nature que naissent en nous les vertus. Mais la nature nous a donné la capacité de les recevoir. Et cette capacité est amenée à maturité par l'habitude. En outre, pour tout ce qui survient en nous par nature, nous le recevons d'abord à l'état de puissance, et c'est plus tard que nous le faisons passer à l'acte, comme cela est manifeste dans les cas des facultés sensibles. Car ce n'est pas à la suite d'une multitude d'actes et de visions ou d'une multitude d'actes d'audition que nous avons acquis les sens correspondants, mais c'est l'inverse. Nous avions déjà les sens quand nous en avons fait usage, et ce n'est pas après en avoir fait usage que nous les avons eus. Pour les vertus, au contraire, leur possession suppose un exercice antérieur, comme c'est aussi le cas pour les autres arts. En effet, les choses qu'il faut avoir apprises pour les faire, c'est en les faisant que nous les apprenons. Par exemple, c'est en construisant qu'on devient constructeur, et en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. Ainsi encore, c'est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, les actions modérées que nous devenons modérés, et les actions courageuses que nous devenons courageux. Cette vérité est encore attestée par ce qui se passe dans les cités, où les législateurs rendent bons des citoyens en leur faisant contracter certaines habitudes. C'est même là le souhait de tout législateur, et s'il s'en acquitte mal, son œuvre est manquée. Et c'est en quoi une bonne constitution se distingue d'une mauvaise. Par nature, l'homme est capable d'être vertueux. La vertu, c'est connaître ou savoir ce que nous pouvons faire et comme nous devons le faire. Cela s'acquiert par l'habitude, ce que Aristote appelle l'exis. L'habitude est une accumulation d'expériences, et cela produit l'entéléchie. L'entéléchie, c'est faire en sorte que ce que l'on a en puissance passe en acte. Aristote va prendre des exemples. En puissance, nous pouvons être citharistes. Donc, pour devenir cithariste, nous allons jouer de la cithare. Jouer de la cithare nous permet de passer cithariste en acte. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi dire que c'est en sciant que Léonard de Vinci. Avec la science, l'homme se perfectionne.
Il perfectionne son âme et ses réflexions. C'est aussi sa pratique, les connaissances qui vont lui permettre d'élaborer des plans, par exemple. C'est quelque chose qui se développe dans le temps et qui s'actualise en permanence. Pour Aristote, il y a une nature de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une essence, des caractères qui font que l'homme est un homme. Sans cela, sans ces caractères, il n'y aurait pas d'humain, pas d'humanité. Mais dans un sens plus général, que peut-on entendre par nature ? C'est l'objet de notre troisième grande partie, de la nature comme concept humain. Les sciences sont comme un corpus, c'est-à-dire un ensemble de connaissances dans divers domaines. La science de la nature, cela va être la physique. La physique va avoir différentes branches, comme la biologie. La biologie, c'est la science de la vie. Bios veut dire vie en grec. La physique va se différencier de la métaphysique. La métaphysique, c'est l'ensemble des connaissances qui vont participer à la sagesse et qui vont penser l'être, l'essence des choses, c'est-à-dire ce que sont les choses de manière nécessaire. Sans ces éléments, les choses ne peuvent pas être. Il ne faut pas confondre essentialisme et nature. L'essentialisme, c'est attribuer des caractères arbitraires et absolus à des choses. Cela peut créer des dérives, comme le racisme. Alors que la nature, elle, peut changer, elle évolue, elle se perfectionne, comme la vertu chez Aristote. Cela se fait selon des lois, qui, elles, sont nécessaires, ou du moins, qui sont immuables. Et c'est cela qui permet en même temps l'évolution des sciences. Attention, la nature détermine des lois nécessaires utilisées en science, mais la science peut agir sur la nature. Première sous-partie, de la nature comme environnement. Je vais vous lire un extrait de Biologie et éthique de Bruno Ribes. Ce sont des réflexions concernant un colloque de l'UNESCO. Faut-il le rappeler ? Si les savants s'accordent globalement pour reconnaître qu'il y a eu évolution de la vie tout au long des millénaires, ils divergent lorsqu'il s'agit d'en expliquer le ou les mécanismes. Et les querelles d'école entre partisans d'une relative finalité et tenants du pur hasard, même si ces derniers ont pu paraître l'emporter au cours des dernières décennies, notamment avec les progrès de la biochimie, sont loin d'être résolues. Or, non seulement la solution qu'on donne à ce problème infléchit la conception qu'on se fait de l'univers et de l'homme, mais elle est de nature à orienter l'ensemble de la recherche biologique. On ne saurait non plus s'abstraire de ce problème dans la pratique, car il est clair, par exemple, que nous vivons à provoquer des mutations de plus en plus profondes sur les vivants, végétaux, animaux et même humains, sans avoir une perception suffisante du rapport entre mutation et évolution, voire entre le réversible et l'irréversible. De même, nous connaissons très mal les lois, les composantes et les capacités réelles ou potentielles d'organisation et d'adaptabilité du vivant, considéré selon sa nature interne et dans sa relation avec le milieu. Dès lors, maintes pratiques de la biologie ont eu ou peuvent avoir, car les effets se font sentir à retardement, des répercussions dommageables. C'est déjà évident en ce qui concerne les écosystèmes et la biosphère. Il y a donc des évolutions naturelles, et surtout en ce qui concerne la vie. Les sciences en cherchent les lois et les mécanismes. Il y a plusieurs voies et plusieurs hypothèses. C'est ce qui donne plusieurs écoles de pensée au sein même des sciences. Ce que l'on pense de la nature oriente la science ou la biologie dans ce cas-là. Il y a autant un problème conceptuel ou scientifique qu'un problème pratique. L'homme peut agir sur la nature, et en agissant sur la nature, il peut provoquer des mutations sur le vivant. Ce qui ne vit pas ne change pas selon cette conception. Bien entendu, il y a des contre-exemples. Par exemple, une pierre ne vit pas, mais avec l'érosion, elle peut changer. La nature, c'est ce qui nous entoure, c'est-à-dire que c'est l'environnement. Le problème, c'est qu'on ne le connaît pas assez. Il y a donc un manque de connaissances. On ne connaît pas toutes les lois et ce qu'elles impliquent. Et par conséquent, on ne connaît pas toutes les lois et toutes les implications de nos modifications. On peut faire des choses qui sont néfastes, ce que l'auteur appelle dommageables. Il y a des choses qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, on peut corriger les modifications que l'on a apportées, mais il y en a d'autres qui sont irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière, comme sur les écosystèmes et comme sur la biosphère. Sur les écosystèmes, par exemple, la disparition des espèces animales, elle est irréversible. Par exemple, le dodo, un volatile des îles Maurice qui a disparu avec l'introduction de certains rongeurs. Et la biosphère, on ne peut pas revenir en arrière, comme l'accélération du dérèglement climatique, causé en partie par l'activité humaine. Cela veut dire que l'on peut utiliser les lois de la nature contre elle, à moins que ce soit naturel à l'homme de dépasser à la fois la nature et sa nature, puisque l'homme peut également changer avec les manipulations génétiques, par exemple. On a tendance à opposer chez l'homme cette nature à ce que l'on appelle la culture, ce qui nous mène à notre deuxième sous-moment, la culture
comme nature de l'homme. Si on oppose nature et culture, on oppose les lois nécessaires, qui sont immuables de la nature, à des lois contingentes, c'est-à-dire à des faits qui peuvent être autrement. L'homme a développé des centaines de cultures différentes au cours de l'histoire et au cours des lieux géographiques. En opposant nature et culture, on oppose ce qui est inné, c'est-à-dire ce qui est déjà là, avec nous, et ce qui est acquis, ce que l'homme va apprendre, comme les traditions qui forment une culture. Mais l'opposition entre nature et culture est quelque chose de récent. Cela se fait depuis la Renaissance. Dans l'Antiquité, l'opposition se faisait plus entre la nature et la convention. Les conventions, ce sont les accords tacites ou non passés entre des groupes d'hommes, c'est-à-dire des contrats. Et les conventions servent à la vie en société. Ce sont d'ailleurs les conditions de vie d'une société. Il est difficile de voir comme ça une continuité entre la nature et la culture. Pourtant, c'est un fait que nous observons en permanence. Il n'existe pas d'homme qui n'ait pas de culture. La culture, ce sont tous les savoirs, toutes les pratiques, ce sont les religions, ce sont les politiques, ce sont les arts, ce sont les instructions, etc. La culture serait un processus naturel du développement de l'homme. Pour cela, nous allons lire un extrait du discours du gymnase de Hegel. Hegel, né en 1770, mort en 1831, est un philosophe allemand, un penseur de la métaphysique, du droit et de l'esthétique. La culture doit nécessairement disposer d'un matériau et objet préalable sur lequel elle travaille, qu'elle modifie et élève à une forme nouvelle. Il est nécessaire que nous fassions l'acquisition du monde de l'Antiquité, tant pour le posséder que, plus encore, pour avoir quelque chose à travailler. Mais, pour devenir objet, la substance de la nature et de l'esprit doit être venue nous faire face. Elle doit avoir reçu la forme de quelque chose d'étranger. Malheureux est celui qui a vu son monde immédiat de sentiments se séparer de lui pour lui devenir étranger. Car cela ne signifie rien d'autre si ce n'est que les liens individuels qui unissent l'âme et la pensée à la vie, d'une amitié sacrée, la foi, l'amour et la confiance, sont pour lui déchirés. Pour l'aliénation qui conditionne la culture théorétique, celle-ci n'exige pas cette souffrance éthique, pas cette douleur du cœur, mais la souffrance et tension plus légère de la représentation, consistant à s'occuper de quelque chose de non immédiat, d'étranger, de quelque chose qui appartienne au souvenir, à la mémoire et à la pensée. Cependant, cette exigence de la séparation est si nécessaire qu'elle s'extériorise en nous comme une tendance universelle et bien connue. La culture n'est pas créée ex nihilo, à partir de rien. Elle repose sur des matériaux qui sont déjà là. Il y a des actes culturels, comme le travail. Il y a des modifications de la culture, d'autres traditions, etc. Et c'est en partie une ressaisie du passé. Hegel prend l'exemple de l'Antiquité. Pour lui, c'est une base pour former notre culture. Du moins celle de l'Europe. L'homme naît dans un monde déjà formé, et il est déjà formé sur ses bases. La culture semble être un composé de nature et d'esprit. L'esprit, c'est-à-dire réflexion, de l'âme, des sciences, des conventions. La nature, c'est notre environnement, l'immédiateté de notre existence, les évidences et les lois nécessaires. La nature, ici, c'est comme une intériorité de l'homme qui va lui devenir peu à peu étrangère. Tout homme a une culture, mais la culture n'est pas un jugement personnel. Et cela ne doit pas être le cas. Parce que si c'est étranger, c'est que les liens entre l'individu et son expérience sont déchirés. Hegel va dénoncer l'aliénation des individus à une culture théorétique. C'est-à-dire qu'il va dénoncer le fait que la culture soit étrangère et non dans le vécu des individus. Que ce soit une culture abstraite, coupée d'une expérience. Et pour lui, c'est une souffrance éthique. Et pour l'auteur, c'est une souffrance éthique. Il faut que l'homme se sente naturellement attaché à une culture, à une ressaisie du passé et de ses expériences vécues. L'éthique, ce sont les manières d'être. La culture doit être une manière d'être des individus. La culture est un mouvement naturel et universel qui concerne tous les hommes. Et c'est un passage nécessaire de l'homme qui va nier son intériorité pour quelque chose qui lui est étranger. La troisième étape, c'est ressentir comme faisant partie de nous les éléments culturels. Cela s'appelle une dialectique. Il y a un passage d'une étape à une autre, une progression ou une évolution. Il y a un réel qui doit s'abstraire, puis devenir culture que l'on va réfléchir. Si l'homme est capable de s'approprier naturellement des éléments de son environnement et de l'histoire des autres hommes, cela signifie qu'il va se construire une identité, ce qui nous conduit à notre dernier sous-moment. L'identité d'un homme ne peut pas être naturelle. L'homme est le seul animal à avoir une culture. L'animal, c'est notre côté naturel. Et un homme sans culture
va être qualifiée de bestiale. La culture est donc une négation de cette nature, une négation de la bête. L'homme ne peut pas s'empêcher de penser des divisions et des discriminations. Des divisions de nature, mais aussi de culture. L'homme va faire des divisions et des discriminations. De nature, cela va être par exemple la couleur de peau. C'est une distinction nécessaire, elle ne dépend pas de nous. Et cela n'a pas d'impact sur l'humanité. Il faut faire attention aux réflexions contingentes culturelles qui vont venir se rajouter à ce fait naturel. On va alors dénoncer ici une hiérarchie entre les couleurs de peau. Cela s'appelle le racisme. Mais il y a aussi des divisions et des discriminations de culture. Par exemple, la langue. Chez les Grecs, la langue était constitutive de l'identité. Celui qui ne parle pas grec, c'est un barbare. La culture va donc donner une identité aux hommes. Cette identité, c'est une construction et une critique de la nature. Elle se forme selon nos croyances, selon les arts, selon les ethnies, selon l'environnement, etc. John Locke, philosophe et homme politique anglais né en 1632, mort en 1704, écrira dans l'Essai sur l'entendement humain « Qu'est-ce qu'une personne ?» Un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion, et qui peut se considérer soi-même comme soi-même. Une même chose pensante, en différents temps et en différents lieux. Chaque homme est un individu différent, qui a des pensées propres et une intelligence. Le principal, c'est de se reconnaître, peu importe le contexte, comme une personne. Persona, en latin, c'est un masque. Nous sommes des individus, avec une culture que nous nous sommes appropriée, peu importe le lieu et le temps. Ainsi, la culture et la science vont au-delà des nécessités biologiques. La culture et la science sont un dépassement de la nature, et tout cela se fait dans le temps. Merci pour votre écoute et à bientôt.